con 24.000 baci, oggi sembra perché l'amore vuole all'istante 1000 baci, 1000 carezze vuole all'ora. Bienvenue à tous pour un nouveau rendez-vous exceptionnel ici à Rome en compagnie de Guilherme Padovan. Bonsoir Guilherme. Bonsoir. Journaliste sur ce matin, notre partenaire sur cette opération. Est-ce que vous connaissiez Rome ? Je connais un petit peu, tous les passionnés d'histoire et de patrimoine, forcément, voilà, connaissent Rome. J'y suis venu il y a 12 ans, bon, j'y reviens aujourd'hui avec grand plaisir. Ça date un peu. Alors, Rome, c'est un site exceptionnel. Est-ce que vous avez une idée du nombre de musées à Rome ? Non. Eh bien, il y a plus de 4000 sites archéologiques et musées à Rome, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'il y a un site que vous aimeriez visiter en particulier ? C'est difficile de choisir, parce qu'à travers l'histoire, il y a 3 temps à Rome qui ont laissé un héritage exceptionnel. Il y a la République romaine, ensuite l'Empire et évidemment le centre de la chrétienté, du catholicisme ici à Rome. Donc c'est un héritage exceptionnel. Donc le choix est très compliqué. Voilà. Mais quand on sait que, ne serait-ce que dans l'hypercentre, dans le centre de Rome, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a 20 000 sites d'intérêt patrimonial et environnemental, le choix est exceptionnel. Alors évidemment, il y a un revers à la médaille, puisqu'il faut entretenir tout ça. Quel est le budget alloué à la culture ? C'est la question que je vais aller poser à mes invités au sommaire. Ce soir, on poursuit notre rendez-vous exceptionnel à Rome. Rome, musée à ciel ouvert. Entre argent public et mécénat, quel est le budget alloué à la culture en Italie ? Enfin, les jardins de Rome, des trésors méconnus. Bienvenue à tous pour ce rendez-vous exceptionnel ici à Rome, depuis les studios de l'Eurovision. Alors Rome, musée à ciel ouvert, je vous invite à regarder le décor qui nous entoure, une vue à couper le souffle. L'Italie est potentiellement le pays le plus riche pour son patrimoine culturel et historique. Des touristes du monde entier viennent s'émerveiller devant ce spectacle de l'histoire. Et pourtant, c'est un patrimoine qui, parfois, est oublié ou négligé. On va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités. Marina Valencisa, bonjour. Vous êtes journaliste, il folio, écrivain. Vous avez également été directrice de l'Institut culturel italien à Paris. En bref, ça consistait en quoi cette fonction ? L'Institut culturel italien est un organisme qui appartient au ministère des Affaires étrangères, dont la mission est celle de promouvoir et soutenir la langue et la culture italienne dans le monde. Il y a 90 instituts culturels dans le monde entier et l'Institut culturel italien de Paris fait partie d'une dizaine d'instituts qui sont dirigés par des personnalités de la culture qui donc n'appartiennent pas à l'administration de l'État mais sont prêtés pendant une période de 4 ans au service public. Ils sont nommés par les ministres en fonction de leur capacité, de leurs compétences, de la connaissance du pays dans lequel ils travaillent. Et donc, c'est Paris, Berlin, Moscou, Pékin. Et moi, j'ai dirigé l'Institut. J'ai eu l'honneur de diriger l'Institut culturel italien à Paris à l'Hôtel des Galifets de 2012 à 2016. J'ai donc élaboré un programme de soutien, de promotion de la culture italienne, à travers des résidences d'artistes. J'ai sélectionné une 50aine d'artistes résidents qui, pendant 4 ans, ont participé aux activités de l'Institut. Ils ont été boursiers de l'Institut, comme le font les Français avec Villa Médicis à Rome, et en toute proportion gardée parce que nos budgets sont bien inférieurs. Et j'ai lancé aussi une synergie importante entre le monde des entreprises et le monde de la culture et le monde institutionnel afin de promouvoir ce que j'ai défini dans un livre que j'ai écrit après, la valorizzazione partecipata, la valorisation du patrimoine participé.
participer au public, entre le public et les privés, le Alors, monde des on va justement essayer de comprendre quelle est l'approche culturelle ici à Rome, également avec Andrea Ballarine. Bonsoir André, un confrère, journaliste culture Il Foglio. Petite question toute simple, combien est-ce qu'il y a de sites ici touristiques à Rome? Liés à l'histoire. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'ils sont quantifiés? Innombrables. Ils sont innombrables parce que qu'est-ce qu'un site touristique? Les Palatins, c'est les Colisées, l'Altare della Patria, l'Hôtel de la Patrie, le Quirinal, tout est site, oui. Tout est site susceptible d'attirer le touriste, rien ne l'est. Parce que vous voyez, nous sommes entourés oui. de ruines, nous sommes entourés de palais, nous sommes entourés de places monumentales. Et donc, quand vous dites combien de sites, quels sont les sites, c'est difficile à répondre parce que les touristes sont très diversifiés aujourd'hui. Ils ne vont pas que dans les endroits les plus célèbres. Ils découvrent par exemple des petites églises, ils découvrent des mitrées, des mosaïques dans des mitrées inconnus. Ils ont entendu dire qu'il y a des collections invisibles ou qu'ils ont des collections très protégées et très cachées dans des palais encore qui appartiennent encore à des familles privées. Et donc, tout est site et rien ne l'est. Je dirais que si on ne peut pas quantifier, on peut simplement miser sur la qualité et sur l'ouverture et l'entretien constant qui demandent un effort considérable. Alors, il y a quand même 51 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En termes de musées, oui, 4000. Est-ce qu'on peut dire vraiment que Rome est un musée à ciel ouvert? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui viennent justement chaque année pour visiter Rome et ses merveilles culturelles? Oui, il y a des calculs qui sont sous le contrôle du ministère de la Culture, le Ministero dei Beni Culturali e dei Beni e delle Attività Culturali. Les critères d'évaluation changent, varient. Parce que d'habitude on décline ces variations en fonction du nombre des visiteurs, c'est-à-dire du nombre des visiteurs physiques qui dépassent, qui entrent dans les musées. Parfois on les considère en fonction des billets vendus, mais les billets vendus ne correspondent pas aux visiteurs physiques, parce que souvent les visiteurs physiques sont plus nombreux que les billets vendus, puisqu'ils ont droit à des réductions, ils ont droit à des entrées gratuites, etc. Et on parle de l'ordre de millions de personnes. Les flux touristiques est en augmentation constante. Oui. Si vous habitez le centre de Rome, vous trouvez dans l'impossibilité de marcher ou de faire vos courses. Ce n'est pas la seule ville italienne qui a ce problème-là. Oui, à certaines heures du jour et de la nuit, c'est impossible parce que le flux à Florence c'est la même chose, Venise c'est la même chose. Et nous sommes face à un phénomène nouveau parce que nous devons le contrôler, nous devons le diriger. Jusqu'il y a 10 ans, jusqu'il y a 20 ans, le tourisme était considéré une ressource parce qu'on estimait que c'était une capacité d'attirer des visiteurs de l'étranger, et cet attrait du tourisme aurait eu des répercussions positives sur le commerce, sur l'économie, sur les points de vente, sur la production. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a on commence à s'apercevoir qu'il y a une dégradation importante de tous ces monuments, et il y a des risques de paupérisation du patrimoine qui sont soumis à cette sollicitation. La laine, par exemple, provoque des conséquences néfastes sur la tenue des fresques, sur la tenue des toiles, sur la tenue de la couleur, des pigments de la couleur. Ça va augmenter l'humidité, donc la peinture se détache du mur. Alors, paradoxalement, toutes ces richesses sont des richesses fragiles. Nous devons avoir une conscience très précise, non seulement de la richesse, mais de la fragilité de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Et notre tâche n'est pas celle de
de monétiser ou ne pas celle d'exploiter sur le plan commercial cette richesse. Préserver Notre et transmettre. tâche est celle de les garder et les transmettre aux générations futures parce qu'elles ne nous appartiennent pas, ainsi qu'elles ne nous appartiennent pas à nous, à l'Italie en tant que nation, elles appartiennent à toute l'humanité. Parce que accidentellement, miraculeusement, c'est l'histoire qui a déterminé ça, l'Italie et Rome, qui est au centre de l'Italie, a été depuis 3000 ans le centre de la civilisation grecque et romaine, les centres de la Méditerranée, et donc en tant que tel, c'est la pointe de l'iceberg de toute la civilisation occidentale. Tout est cristallisé ici. Et tout est cristallisé ici. Mais alors, depuis quel est le 3000 ans. budget justement alloué à la culture, à la préservation de ces sites exceptionnels? Les budgets n'est pas suffisant et n'est pas en mesure de faire face à l'importance de ce patrimoine. L'effort du gouvernement précédent, au gouvernement Cinque Stelle et Lega, a été considérable. Le budget a été augmenté sensiblement, mais nous sommes toujours au-dessus de 2% du budget de l'État, qui est un chiffre absolument rédhibitoire parce que l'importance du patrimoine est telle que nous aurons besoin d'une force multipliée en termes financiers, c'est dont nous ne disposons pas. C'est pour cela que le gouvernement précédent, et ce gouvernement, je pense qu'il va continuer dans la même politique, a favorisé l'apport et la contribution des mécènes et des particuliers. Et il a favorisé par une loi importante qui est la défiscalisation, c'est-à-dire que vous pouvez participer au financement d'une restauration, au financement d'une activité culturelle ou adopter un monument, et vous aurez droit à une défiscalisation importante. Dans l'ordre des 65% pendant 3 ans. Oui, ce qui peut inciter justement... Voilà. Et c'est les mêmes principes qui inspirent la défiscalisation en France, avec la différence qu'en France, vous avez d'autres instruments que nous n'avons pas, par exemple le fonds de dotation, que nous n'avons pas encore, et surtout, vous avez une concentration du patrimoine qui est beaucoup plus importante que par rapport à l'Italie, parce que la plaque tournante de cette dynamisation du mécène des mécènes privés, c'est Paris, alors que là, nous avons un territoire très vaste et qui est très diffusé, où le patrimoine est diffusé. Un exemple de mécénat, c'est le Colisée, qui a retrouvé son lustre grâce à une intervention d'un mécène privé, donc une marque de luxe. Oui, c'est ça. Je crois que c'était Todd, si je ne me trompe pas. Oui, c'est intéressant parce que il y a énormément d'occasions pour exploiter ce genre de financement. Et donc, c'est le pays le meilleur du monde pour ça. Mais je voulais dire une chose à propos de la découverte des sites les moins célèbres. C'est vrai qu'il y en a énormément à Rome, mais c'est aussi vrai que le 80% des touristes vont dans les 5 ou 6 sites les plus célèbres, principaux. Et il y a des sites merveilleux qui ne sont presque pas connus. Personnellement, j'ai une passion pour les églises des jésuites à Rome. Il y en a 3, elles sont extraordinaires. Jésus, Sant'Ignazio et la chapelle de Borromini dans le collège de Propaganda Fide. Ils sont extraordinaires. À voir également. Absolument à connaître. Sites, mais il faudrait les connaître vraiment parce que, par exemple, la voûte de Sant'Ignazio est peut-être la plus belle du monde. Et illusionnistique, ce sont 2 églises, l'une superposée à l'autre, et l'autre est virtuelle, parce qu'elle n'existe pas, c'est seulement de peinte. Et il y a une coupole qui n'existe pas, mais qui semble exister. Donc c'est quelque chose de vraiment éblouissant à voir et à connaître. Bien mais c'est dommage que
les touristes n'y vont pas, ou ils vont très peu. Espérons qu'en regardant le rendez-vous, ils aient la curiosité d'y aller. Alors parmi les lieux à découvrir, évidemment, il y a un palais de la Renaissance qui abrite l'ambassade de France en Italie, c'est le palais Farnèse. Et c'est Michel Don-Ignaz qui nous fait découvrir ce lieu exceptionnel. On dit souvent que Rome est un musée à ciel ouvert. Il faut prendre le temps de découvrir la capitale italienne, sa richesse, son incroyable architecture, ses fontaines. La ville éternelle est époustouflante de beauté, avec un passé historique et culturel hors du commun. Les lieux de visite sont innombrables, parmi eux, non loin du marché Campo dei Fiori, un joyau de la Renaissance, le palais Farnèse. Nous sommes ici au Palais Farnèse, siège de l'ambassade de France à Rome et de l'école française de Rome par ailleurs. Ce palais a été conçu et construit par les plus grands architectes de l'époque, une époque lointaine puisque ça fait des siècles que le palais existe. Sa construction a commencé en 1513, donc Michel-Ange Sangallo, parmi les 4 architectes de renom qui se sont occupés de concevoir et de construire ce palais. Le Palais Farnèse est très renommé, non seulement à Rome et en Italie, où on considère que c'est le plus beau palais de Rome, mais aussi dans le monde entier, où on dit que c'est la plus belle ambassade de France au monde. Mon endroit préféré du palais, eh bien, je crois que c'est la terrasse, d'où on voit la façade arrière du palais Farnèse, qui est moins austère que le Dado Farnese, tel qu'il a été conçu pour impressionner de la part de la famille Farnèse et du pape Paul III. Et donc la terrasse est quelque chose de plus doux. Elle a été conçue elle aussi par Michel-Ange. Elle était censée, et c'est une idée romantique, aller au-delà du Tibre à la résidence d'été des Farnèse, donc à la Villa Farnesina. La Galerie des Carraches est une galerie magnifique qu'en effet on appelle notre petite chapelle Sixtine parce qu'elle peut rivaliser sans doute avec la beauté de la chapelle Sixtine. Elle a été restaurée entre 2015 et 2016, réalisée par les frères Carrache et leurs élèves. C'est un endroit très émouvant. La restauration a été faite de manière magnifique. Le Palais Farnèse est un lieu très vivant, où on travaille, où on reçoit énormément de visiteurs. Donc 50 000 personnes par an visitent le Palais Farnèse. Pour visiter, cependant, il est conseillé de s'y prendre à l'avance et de réserver, ou d'attendre les journées du patrimoine qui permettent de visiter l'ambassade de France une fois par an au mois de septembre. Alors nous sommes toujours en compagnie de Marina Valensis, journaliste et écrivain. Vous avez été directrice de l'Institut culturel italien à Paris. Et Andrea Ballerini a laissé sa place à Giovanna Fazzuoli. Bonsoir. Vous êtes historienne d'art. Vous travaillez pour l'encyclopédie italienne Treccani et vous faites un doctorat de recherche d'art contemporain à La Sapienza. Moi, j'aimerais que nous parlions d'un paradoxe romain. La ville est agressée quotidiennement par des touristes et des vagues de touristes successives. Et pourtant, les Romains eux-mêmes oublient qu'ils sont entourés de trésors historiques. Ça paraît incroyable et pourtant c'est vrai. C'est pas qu'ils l'oublient, ils le savent, mais ils ne peuvent pas passer leur temps à vivre... c'est merveilleux. Voilà, ils ne peuvent pas passer le temps à vivre avec les Baedeker. Et donc, ils les savent, ils en sont conscients. Souvent, ils le négligent, plus qu'ils l'oublient. Ils sont très conscients d'avoir cette chance inouïe de vivre au milieu d'un patrimoine unique au monde. Ils s'y adaptent parce que la vie quotidienne, quand vous avez un décor magnifique devant les yeux comme l'horizon de la mer ou une montagne, vous arrêtez de la voir, vous la regardez mais vous ne la voyez plus. Mais la chose la plus, disons, la plus triste, c'est qu'il la néglige. Et négliger ces patrimoines, c'est quelque chose qui est vraiment une très mauvaise chose. C'est quelque chose d'inacceptable parce que, comme je le disais, notre tâche n'est pas celle d'exploiter, n'est pas celle simplement de valoriser. Notre tâche, c'est celle de garder ces patrimoines dont nous sommes des héritiers involontaires, des usufruitiers, et de les laisser d'une façon bien meilleure que nous l'avons reçu aux générations futures. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment de négligence ? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça.
Et il manque vraiment dans l'école, je crois, une éducation spécifique sur les thèmes et les problèmes du patrimoine et de la conservation. Donc les nouvelles générations ne comprennent pas vraiment la valeur, pas seulement culturelle, mais sociale aussi du patrimoine. Et aussi, je crois qu'il y a un problème de perception vraiment du centre-ville, du centre historique. On a iconisé vraiment les ruines de la Rome antique et les monuments. Donc les citoyens les considèrent comme quelque chose vraiment de isolé, d'exceptionnel et ne comprennent pas profondément les liens entre l'espace, l'histoire et vraiment les personnes, leur mémoire historique. Donc ce sont ces liens-là qui représentent la vraie valeur de tout ça, mais on doit commencer à raconter ça dans l'école, vraiment au public le plus démocratisation de la culture à Rome, ou est-ce que ça manque? Qu'est-ce que vous entendez par démocratisation de la culture? Un accès à la culture. L'accès est très ouvert. Il y a des initiatives, méritoires. Il y a par exemple des accès favorisés pour les écoles, dans les musées. Il y a des accès favorisés pour les adolescents, pour les universitaires, dans des grands musées, dans des musées d'art contemporain qui commencent à avoir l'air public aussi à Rome. Ce qui manque, c'est une conception du respect que ces patrimoines nous imposent. Et ce patrimoine nous appartient comme un espace de notre vie quotidienne. Oui. Donc, ce n'est que lorsque vous cessez de vivre à Rome et que vous allez passer une période en Amérique du Sud, par exemple, ou au Canada, que vous rentrez en Italie avec cette perception augmentée. Mais le Romain qui a vécu à Trastevere toute sa vie, devant la basilique de Santa Maria Trastevere, n'imagine même pas qu'il puisse y avoir un décor différent, qu'il puisse se retrouver dans un désert de Kansas City, par exemple, où il n'y a qu'un cactus comme décor urbain. Et donc, ce qu'il faut miser, moi je suis très optimiste parce que les jeunes générations ont la possibilité, la capacité de voyager grâce au projet Erasmus, grâce au low cost, au vol low cost, et donc ils peuvent avoir une ouverture, ils peuvent avoir une capacité de comparaison qui a comme conséquence cette perception accrue du patrimoine et de leur habitat naturel. Alors en termes de patrimoine bâti, qu'est-ce qu'il est possible de faire puisqu'on est entouré de sites historiques, par exemple, est-ce qu'on pourrait acheter une église? Est-ce que ça c'est possible? Ou est-ce que la législation l'interdit? Non, la loi cadre, la loi fondamentale du patrimoine italien est une loi qui a été décrétée, promulguée en 1939. C'est la loi 1089 qui a fait partie du code, ce qu'on appelle le code des biens culturels, le codice dei beni culturali, qui a été donc une tentative de rationaliser de toutes les normes héritées pendant des décennies et qui a été émanée donc il y a une vingtaine d'années par un ministre du gouvernement Berlusconi, le codice urbani s'appelle. Eh bien, l'un des principes clés, les principes fondamentaux de notre ordinamento, de cet ordonnancement, c'est le principe de l'inaliénabilité du domaine. C'est-à-dire que l'État italien n'est pas en mesure d'aliéner son patrimoine. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas la possibilité de commercialiser, de faire un marché des petits restes archéologiques, des petites trouvailles archéologiques, parce que ils sont assujettis aux critères de l'indisponibilité du domaine de l'État. Les églises appartiennent souvent à l'Église catholique. Et l'Église catholique a donc depuis 80 ans souscrit
90 ans, a souscrit un concordat avec l'État italien. Donc la propriété des églises appartient à l'Église, mais souvent la gestion et surtout la conservation de l'Église, du bien monumental, relève de l'État. Donc appartient à l'État. Et c'est cette nuance et disons, ce partage des responsabilités qui souvent, au lieu de simplifier les choses, les complique. Les complique un peu. Alors André parlait tout à l'heure des endroits qui mériteraient d'être connus. Est-ce que vous aussi, vous avez des lieux secrets ou méconnus qui mériteraient de l'être? Peut-être des jardins? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses vraiment à voir. Je crois qu'on peut vraiment travailler sur la communication et trouver, soit mettre en ligne, bien sûr, et mettre en connexion, mettre en système tout ça avec le digital, mais aussi trouver des nouvelles manières de raconter le patrimoine, de faire ce qu'on appelle le storytelling du patrimoine pour transmettre toute la complexité, susciter l'intérêt, oui, et pas seulement voir ce qui est iconique, simplement passer, mais comprendre cette complexité et trouver des parcours différents pour voir tout ça. Oui, les jardins, bien sûr, il y a beaucoup de palazzi qui ont des jardins extraordinaires, et c'est une tradition très antique qui vient de la Rome républicaine, de la fin de la République. Dans le 1er siècle avant Christ, il y avait vraiment cette tradition de l'hortus qui n'était pas seulement là pour être cultivé, mais aussi pour être un jardin de plaisir, ornemental. Et on a des exemples extraordinaires de ça dans toute l'histoire. Dans la Renaissance, on a la Villa Farnesina, par exemple, qui a ce plan comme en fer à cheval qui embrasse vraiment le jardin à l'intérieur du palais. C'est seulement un exemple. Il y en a. Est-ce que vous en avez un dernier pour conclure l'émission? Palazzo Amannati, oui. Adresse à noter. Oui, c'est à Piazza Firenze, c'est le siège de l'UNESCO Italie, c'est le siège de la Dante Alighieri. Il vient d'être renouvelé, c'est un palais de la Renaissance qui était à l'époque la délégation de Florence à Rome. Et donc c'est un palais bâti par Bartolomeo Amannati et qui récemment a été ouvert au public parce que le jardin intérieur a été restauré et donc c'est un espace public mais qui peut être privatisé et c'est un petit jardin dans le plein centre de Rome, à 2 pas du Panthéon, entre le Panthéon et l'Ara Pacis, c'est vraiment un petit bijou à découvrir. Oui. Eh bien, je vous remercie infiniment, mesdames, d'être venues à ce rendez-vous spécial à Rome. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est ici que se conclut notre semaine romaine. Je vous laisse profiter évidemment de la vue et je vous dis à très très vite. Ciao.